De retour sur le plateau de la tranche info, place à l'échange et au débat. Bon, on a un petit souci, je pense, avec M. Omotunde qui a un petit retard, mais on va parler d'une thématique très intéressante autour des cristaux. Et pour ce faire, je reçois Liliane Luce. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez aussi une casquette d'écrivain, pendant qu'on y est, puisque oui, vous avez écrit... J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur Canal 10, mais les Noirs premiers européens. Étaient les premiers européens. Oui. On aura l'occasion de se revoir, effectivement, pour approfondir sur cette anthropologie noire. Bon, par rapport aux cristaux, justement, déjà, comment vous êtes-vous intéressé à ces cristaux? Alors déjà, il faut dire que les cristaux, c'est une thérapie énergétique, tout à fait naturelle, 100% naturelle. Je ne sais pas, vous n'avez pas retrouvé les deux images là, non? Attendez, je les cherche, mais allez-y. Alors donc, il y a une... Alors donc, mes soins, ce sont des soins que je fais avec des cristaux, 100% naturels, qui n'ont absolument aucun effet indésirable, et qui ont pour propriété de rétablir l'équilibre naturel du corps. J'ai bien dit qu'ils rétablissent l'équilibre naturel du corps. Alors déjà, vous savez certainement tous qu'il y a de l'énergie autour de nous. Il y a de l'énergie autour de nous qui fait dire effectivement qu'il y a de la vie autour de nous parce que c'est l'énergie qui est la vie. Alors il y a donc de l'énergie autour de nous, énergie qui est absolument indispensable à la vie et à toute vie. Que ce soit la vie des êtres humains, la vie des animaux, la croissance ou le développement des arbres et des plantes. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Cette énergie, elle circule aussi dans notre corps. Notre corps en a impérativement besoin pour exister déjà et encore mieux pour fonctionner. Cette énergie, elle circule dans tout notre corps. Mais comment va-t-elle rentrer dans notre corps? Alors, à vrai dire que cette énergie qui est autour de nous, c'est l'apport, constitue l'apport principal d'énergie pour faire notre corps humain fonctionner. Il y a d'autres sources, mais je vais pas m'y attaquer. Alors donc cette énergie, elle va rentrer par 7 points que nous avons, qui sont nos chakras. Je vous envoie ça. Oui, je suis en train de... Yann, d'ailleurs, si dans le dossier info, si tu peux récupérer, c'est déjà là. Donc 7 chakras. Les 7 chakras qui sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et ce sont ces 7 chakras qui ont pour rôle, pour fonction, de pomper cette énergie pour l'envoyer dans le corps. Alors comment font-ils pour pomper cette énergie? Ils font des rotations. Ils font des grandes rotations dans le sens des aiguilles d'une montre, mais rotations sur eux-mêmes. Alors en même temps qu'ils tournent, ils pompent l'énergie, ils envoient l'énergie dans le corps. L'énergie va circuler dans tout le corps par les canaux de circulation d'énergie que sont les nadis. Les nadis? Les nadis, c'est un terme hindou, ou bien je peux dire aussi en médecine chinoise, vous avez les méridiens. Bon, en fait, toujours est-il, cette énergie circule dans les canaux pour alimenter le corps. Il y a des dizaines de milliers de nadis, on va vous dire. Et une fois que ce travail d'alimentation du corps est terminée, cette énergie ne reste pas. Elle sort. Je parle d'un système de circulation d'énergie qui est sain, qui fonctionne bien. Alors cette énergie va sortir sous forme d'énergie négative, par nos mains, par nos extrémités, nos mains et nos pieds. C'est le même principe selon lequel nous respirons de l'oxygène et nous rejetons du gaz carbonique. Ça, vous le savez. Les problèmes de santé, quels qu'ils soient émotionnels. Alors, je cite quelques problèmes émotionnels. Ça peut être de l'anxiété, le fait de réfléchir beaucoup. Ça peut être du stress, c'est un terme qui est vaste. Ça peut être de la nervosité, ça peut être de la déprime ou de la dépression, un manque de sommeil. Ça peut aussi être des problèmes physiologiques. Je vais en citer quelques-uns. Jambes lourdes, ballonnement, brûlure à l'estomac, hypertension, douleurs, que ce soit des douleurs aux cervicales, aux épaules, aux lombaires, aux genoux, maladies. Je vais en citer quelques-unes. Ça peut être le diabète, ça peut être aussi le cancer. Tous nos problèmes de santé, quels qu'ils soient, viennent du fait que cette énergie ne s'est pas évacuée. Elle est restée dans le corps. Accumulation de mauvaise énergie égale maladie. Absolument. Accumulation de mauvaise énergie égale maladie. Problème de santé aux endroits
où vous ressentez le problème de santé, c'est à coup sûr de l'énergie négative qui est là. D'accord. Voilà. Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait que les chakras ne tournent plus. Ils ne tournent plus, ils sont bloqués. Ils ne sont jamais bloqués à 100%. Ils peuvent être bloqués 50, 60, 70%. Évidemment, plus ils seront bloqués, plus le problème de santé sera important. Mais D'accord. toujours est-il, le problème de santé, maladie, symptômes, vient de chakras qui sont bloqués. Comme ils sont bloqués, ils ne peuvent pas faire leur travail, qui est de prendre l'énergie, de l'envoyer dans le corps. Résultat, nous tombons malades par carence en énergie. Il n'y a pas d'apport en énergie. Le corps va tomber malade, et d'autant plus que cette énergie, au lieu de circuler, elle stationne. Alors moi, je travaille avec des cristaux. Je vais en montrer quelques-uns là. Allez-y. Oui. Enfin, on ne voit pas là. Là, on vous voit. Là, on les voit. Vous voyez au-dessus. Alors, ce sont des cristaux à l'intérieur d'une pyramide qui est orientée aux 4 points cardinaux. Une pyramide de cristaux orientée aux 4 points cardinaux. Pourquoi? C'est que grâce à cette orientation aux 4 points cardinaux de la pyramide, permet justement au magnétisme de la Terre, parce que vous savez, il y a le magnétisme terrestre. Vous avez une pyramide, vous la mettez aux 4 points cardinaux, les parties médianes aux 4 points cardinaux. Et qu'est-ce qui se passe? Grâce au magnétisme terrestre, il y aura une véritable accumulation d'énergie dans la pyramide. Et l'énergie ne va pas sortir. Et c'est une énergie qui aura un taux vibratoire très élevé. D'accord. Et encore plus élevé avec l'apport des cristaux qui sont sur la pyramide et aussi des cristaux que je vais utiliser. Alors je mets ces cristaux dans un premier temps, c'est ce que je fais. Je mets ces cristaux sur la personne, tout spécialement aux endroits où elle a des problèmes. Qu'est-ce que les cristaux font? Ils absorbent ces problèmes qui sont de l'énergie négative. Ils absorbent cette énergie négative et en retour, maintenant, ils envoient leur bonne énergie parce que ce sont des cristaux qui sont chargés en énergie positive. Donc, ce sont des cristaux biterminaux. Il y a un côté émetteur et un côté récepteur. Alors, le côté émetteur, on voit la bonne énergie et le côté récepteur, il prend la mauvaise énergie. Et c'est comme ça que, qu'en aspirant cette mauvaise énergie, qui est la maladie, le problème de symptômes, et en envoyant leur bonne énergie, la personne va retrouver un bon état de santé. Vous m'avez suivi? Oui. Jusqu'à maintenant, oui. Voilà. Mais comment on sait quel cristal utiliser quel endroit, sur quel chakra? Voilà. Alors moi, je vous dirai quelque chose. Je n'utilise pas... Les cristaux que j'utilise, c'est du cristal de quartz. Du quartz? Du cristal de quartz. Alors le cristal de quartz, c'est un cristal qui peut être programmé, à vrai dire. Parce que vous savez, vous avez différents cristaux. Vous avez la métisse. La métisse, c'est surtout pour le chakra coronal. C'est une pierre qui a des tendances calmantes. Vous avez la métisse, c'est une pierre violette. Vous avez une autre pierre. Il y a des pierres noires qui sont plutôt utilisées pour le chakra racine, et des pierres aussi rouges, telles que le rubis. Par exemple, les pierres noires, ça peut être l'onyx, ça peut être la tourmaline. La tourmaline, l'onyx, voilà. Il y a d'autres pierres de différentes couleurs. À vrai dire, chaque chakra est adapté. Mais il faut aussi dire que nos chakras sont liés étroitement à nos émotions. D'accord. Sont étroitement liés. Donc, chaque chakra, si on a 7 chakras, ils répondent chacune à une émotion différente. D'accord. Absolument. Voilà. Alors, le premier chakra, qui se trouve entre les deux jambes, qui est le chakra racine, c'est le chakra qui nous enracine, qui fait qu'on est bien... Si on peut avoir l'image des chakras, justement, oui, je crois qu'on l'a là. C'est bien. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez le premier chakra qui se trouve entre les deux jambes, c'est lui justement qui nous... C'est le chakra de la confiance en soi, de la motivation, du dynamisme. Quand ce chakra-là est bloqué, la personne a une insuffisance de confiance en soi, une insuffisance de motivation, une insuffisance de dynamisme. Et elle est pas stable. Elle est un peu comme un bateau qui n'a pas de gouvernail. Il ne sait pas trop où il va. Tandis que quand ce chakra-là est ouvert, la personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Vous voyez? Et c'est comme ça pour chaque chakra différent.
D'accord, Vous voyez d'accord. un peu. Et est-ce que les Ouais. couleurs des chakras correspondent aux couleurs de cristaux associés? Absolument. Alors, D'accord. je vais vous dire quelque chose. Les couleurs de chakra, il faut savoir que j'utilise aussi les couleurs. Chaque couleur a son propre taux vibratoire. Vous venez de voir les 7 chakras-là. Alors, il faut savoir que le taux vibratoire le plus bas, c'est le rouge. Et le taux vibratoire le plus élevé, c'est le violet. Le violet. Qui correspond justement au chakra coronal et qui nous lie au divin, qui est le chakra de la spiritualité. Vous voyez, c'est ça. Alors que le chakra, le rouge, c'est tout ce qui est matériel et physique. Vous voyez, voilà, tout ce qui est matériel. D'accord. Et les autres chakras, ils sont intermédiaires, ils sont entre. Vous voyez, il y a le chakra des relations, qui est le chakra jaune. Par exemple, j'avais une dame cet après-midi, sa fille qui me l'avait emmenée parce qu'elle avait des douleurs, elle avait des hémorroïdes très, 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 très fortes. Vraiment, elle souffrait, la pauvre. Et en l'auscultant, et déjà, d'après ce qu'elle me disait qu'elle avait, eh bien, tout de suite, j'ai dit, cette dame, vous avez beaucoup de peur. Effectivement, elle avait eu énormément de peur depuis son enfance. Et ces hémorroïdes venaient de là. Parce que les hémorroïdes, c'est le gros intestin, à vrai dire. Hein. Et le gros intestin est alimenté en énergie par le premier chakra, le chakra du bas. Et tout de suite, d'après ces symptômes, je lui ai dit, madame, vous avez ce chakra-là qui est bloqué. D'accord. Et puis aussi, vous êtes quelqu'un, vous avez eu beaucoup, beaucoup de peur. Et effectivement, elle m'a confirmé qu'elle avait eu beaucoup de peur. Donc l'accumulation de mauvaise énergie peut prendre des années Absolument. avant de poser une problématique qu'on ressent. Et plus ça s'accumule, plus le problème croît. Et un beau jour, le problème est obligé d'apparaître. Parce que ce qui se passe, cette énergie, hein, qui est énergie au départ, qu'on ne voit pas, mais que les gens ressentent, cette énergie finit par s'attaquer au tissu. Dans le cas de la dame, ça s'est attaqué à son intestin, à son anus, pour créer des hémorroïdes. Mais la cause première, c'était des peurs qu'elle avait depuis son enfance. Bon. En plus de ça, cette dame accumulait encore du diabète. Alors je lui dis, écoutez madame, vous avez des problèmes avec le relationnel, avec vos relations. Parce que le diabète, c'est le pancréas, c'est le système digestif. Hein. Et il y a un chakra qui alimente en énergie le système digestif, qui est le chakra du plexus, le chakra jaune. Et quand vous avez des problèmes relationnels, que ça ne va pas à la maison, les relations ne sont pas bonnes, ça ne va pas au travail, ce qui se passe, c'est que ce chakra-là, il se bloque. Il ne peut plus, et se bloquant, il ne peut plus faire son travail d'alimenter en énergie le système digestif, qui lui, à son tour, crée des problèmes, devient malade. C'est comme ça qu'on voit des ballonnements, des brûlures à l'estomac. Vous voyez un peu, tout d'abord des ballonnements, les ballonnements s'amplifiant dégénèrent en brûlures. Les brûlures s'amplifiant finissent à ce moment-là par attaquer la paroi de l'estomac. D'accord. Ils vont faire un ulcère, qui peut dégénérer en cancer. D'accord. Vous voyez un peu comment... Mais tout ça, vous savez, les causes sont émotionnelles. Mais on pourrait se dire alors qu'on est la cause de nos maux, en fait. On provoque nos propres maux. C'est-à-dire que c'est nous qui créons notre réalité, à vrai dire. Notre réalité est créée par nous. Surtout pour la façon dont nous prenons la vie. Quand on prend la vie trop à cœur, là, il est sûr et certain qu'on va se rendre malade. Donc il ne faut pas trop prendre les choses à cœur. Ah ben, c'est pas conseillé quand même. Hein. Si vous prenez trop, vous êtes dans le négatif à ce moment-là. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de l'attraction aussi, qui joue un rôle majeur. De par cette loi de l'attraction, qui dit le positif attire le positif, mais le négatif aussi attire le négatif. Effectivement. Ça, il faut le savoir. Et ça, nous ne faisons pas attention à ça. Si nous faisions un peu attention à ça, on se porterait beaucoup mieux. Vous voyez, si on travaillait, on pensait un peu plus à l'univers, on travaillait un peu avec l'univers, on se porterait mieux. Oui, mais bon, nous on est un peu les yeux rivés sur nos deux pieds. Ah ben voilà, c'est ça. La tête vers le sol. Voilà. Alors effectivement, donc je parlais de ce chakra du Sao. Donc la dame, elle avait du diabète. À cause de ça, effectivement, comme je lui ai dit, madame, vous avez des problèmes avec les relations. Oui, et que ça n'allait pas trop bien avec le mari, elle a perdu le mari, bon, faut pas ça. Bon. Elle a un pacemaker. Bon, un problème cardiaque. Voilà. Et là,
Alors, donc, j'ai bien été obligée de lui dire, mais il y a eu des problèmes. Vous avez une carence affective, parce que le chakra du cœur, c'est justement le chakra de la poitrine. C'est le chakra de tout ce qui est amour, mais aussi affection. Les gens souvent qui font de l'hypertension n'a pas fait que venir comme ça, il n'a pas fait qu'apparaître. La cause profonde de l'hypertension, c'est un problème affectif, un manque, une carence. Effectivement, quand j'ai dit à la dame, elle a un manque affectif, oui, la fille m'a dit, elle a perdu son mari et son fils en l'espace d'1 an. Elle les a tous les deux perdus, et donc ça lui a fait un manque affectif qui fait que maintenant elle a une baisse tellement forte des battements du cœur, qu'on a dû lui mettre un pacemaker. D'accord. Ouais, voilà ça. Et c'est comme ça que vous pouvez continuer. Au niveau du chakra de la gorge, le chakra de la gorge est bloqué. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? La gorge, c'est la communication verbale. La gorge, c'est la communication verbale. C'est comme ça que les gens, vous voyez, font des problèmes de thyroïde. Et c'est quand? C'est quand on retient ce qu'on doit dire? Quand on se retient trop, qu'on ne se libère pas? Absolument, les non-dits. Les non-dits. Voilà, on garde des choses pour soi, on les garde. Elles ne sortent pas. La parole ne se libère pas. Parce que c'est une énergie, la parole. Oui. Alors, la parole, ça reste là. Alors on subit, on ne dit rien. Et chose. Il savait que c'est ce chakra-là, c'est lui qui alimente en énergie la thyroïde. La thyroïde n'est plus alimentée en énergie quand ce chakra-là est bloqué. Il est bloqué par les non-dits. Résultat, la thyroïde, c'est un organe qui, pour fonctionner, a besoin d'énergie. Alors, le résultat sera que il y aura des problèmes de thyroïde. Et c'est comme ça que j'ai connu des personnes auxquelles on avait totalement retiré toute la thyroïde et qui étaient sous traitement jusqu'à la fin de leur jour. Vous voyez un peu, voilà, c'est ça. Tout ça, ce sont des personnes, et surtout des femmes, surtout elles, qui, elles gardaient tout. Elles sont maltraitées, vous voyez, mais elles gardent tout, elles ne disent rien, mais le problème est là, il s'accumule, et il agit sur les organes, et voilà ce qui se passe. D'accord. Et en même temps aussi, on va parler d'un problème qui est récurrent chez les gens, les acouphènes. Alors j'arrive maintenant à ce chakra-là, qui est le chakra du mental, le chakra frontal, qu'on appelle aussi troisième œil. Et c'est ce chakra-là, le chakra des pensées, des réflexions et des décisions. Et il s'avère que les chakras de la tête, normalement, quand ils sont normaux, ils ont des petites rotations. Quand ils sont anormaux, ils ont des grandes rotations. Ils tournent à grande vitesse en faisant des grandes rotations. Ça, c'est pas normal du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils envoient trop d'énergie dans la tête. Alors, il s'avère que ce chakra-là, troisième œil, a la charge d'alimenter en énergie les deux yeux, les deux oreilles, l'intérieur des oreilles, ainsi que les sinus, c'est la partie intérieure du cerveau. Quand la personne a trop de soucis, réfléchit, les gens qui réfléchissent beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Ils rendent ce chakra-là hyperactif. Et en étant hyperactif, il va envoyer un tas d'énergie dans les yeux. Alors les gens ont les yeux qui vont piquer, qui vont brûler, qui vont démanger. Ils feront aussi de l'hypertension oculaire. Ouais. L'hypertension oculaire qui, elle, va dégénérer en glaucome, par exemple. Carrément. Vous voyez, carrément. Mais c'est la cause profonde du glaucome. Ce chakra-là qui est hyperactif, mais il est hyperactif parce qu'on réfléchit beaucoup. D'accord. Vous voyez un peu. Mais il y a aussi les acouphènes qui sont très récurrents parce que ce chakra... Donc des bruits. Voilà. Non seulement il alimente en énergie les deux yeux, les deux oreilles, mais en étant si hyperactif, il va envoyer trop d'énergie dans les oreilles. Les oreilles vont réagir par les acouphènes, le bruit qu'on entend sans arrêt. Ça pourra être aussi des démangeaisons, des picotements dans les oreilles. Vous voyez un peu. Et il y aura aussi une attaque. Donc le petit bruit sourd là qu'on entend. Qui peut être très fort, attention. Oui, ça peut augmenter, ça peut varier en fonction des moments. Ah oui, qui peut être très dérangeant chez certaines personnes. Vraiment dérangeant. C'est pas les ondes extérieures, c'est nous-mêmes. Absolument. On produit nos propres acouphènes. D'accord. Absolument. Eh bien. Absolument. C'est la cause majeure. Ok. Et il peut y avoir les sinus, le nez qui se bouche ou qui coule.
Aussi, vous voyez, parce que ce chakra-là, il alimente aussi en énergie les sinus. Et si on a souvent le nez qui coule, ou on se mouche souvent, Voilà, on se bouge souvent, vous voyez, ça vient de là. trop de réflexion. Trop de réflexion. D'accord. Surtout maintenant, là, vous savez, maintenant, là. Ah oui, je vois très bien. Et ça peut être aussi des maux de tête. Il y a des gens qui ont des maux de tête aussi à cause de ça. Trop de réflexion. Trop de réflexion. Trop d'énergie, vous savez, dans la tête, Uh-huh. qui, vous savez, la pauvre tête, elle n'en peut plus. Les pauvres yeux n'en peuvent plus, vous voyez. Elle est sous pression, finalement. Sous pression. Voilà. Ok. Et maintenant, ce chakra ici, là, au sommet du crâne, c'est le chakra qui nous lie, c'est le chakra de notre spiritualité et qui nous lie au divin. Vous voyez, ce chakra-là aussi, quand il est déficient, il est hyperactif, il envoie un tas d'énergie dans la tête. Alors, quand il est si hyperactif, ce sera souvent un signe de nervosité, de déprime, de dépression même. Oui, alors moi, toujours le travail que je fais est de Et quand on veut jouer Alors, il faut faire attention au chakra de la tête. ou au niveau de la fontanelle ou Ah à ben, quel niveau au niveau du chakra. D'accord. Et je peux travailler, mais jamais sur les chakras de la tête. Hein. Ça peut être dangereux. D'accord. Dangereux dans quel sens? On peut ouvrir des portes, on peut faire des choses qu'on ne devrait pas. Pourquoi? Ah ben voilà. On D'accord, peut c'est bien ouvrir ça. des portes. Ok, c'est Faut bien faire ça. attention, hein. Très D'accord. prudent. Voilà. Donc vous jouez sur les 6 chakras, sur 6 des chakras? Mais pas les deux là, hein, surtout pas. Surtout Alors, pas les je vais travailler autrement, vous voyez, pour les normaliser. Voilà. Mais les 5 autres, on peut, on peut soulager, on peut se soulager en traitant donc avec les cristaux. Avec les cristaux, et puis aussi, j'ai des cristaux aussi. J'ai un cristal spécial aussi qui va chercher le problème. Un tracker. Voilà. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, vraiment, c'est enfoui dans les chairs. Alors, il faut quand même aussi les retirer. Donc j'ai des cristaux spéciaux là que je manipule là, pour retirer ce problème-là aussi. Voilà. D'accord, d'accord. Mais vous êtes sûr que les cristaux, ce sont les cristaux donc qui effectuent les transferts d'énergie, mais la personne qui est au bout du cristal qui le tient finalement. Ah, Est-ce qu'elle ne peut pas... Il est sûr et certain que la personne qui est au bout du cristal, moi, a un rôle important, très important. Ça, c'est Justement, comment vous canalisez Il faut pouvoir canaliser. Il faut canaliser tout ça. Ah oui, ça c'est sûr. Ça ne se fait pas comme ça. Et attention. Oh, j'imagine très bien, justement. Non, c'est pas... Non. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On m'a toujours dit qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça. Et puis aussi, c'est de l'énergie. Il faut surtout être dans de bonnes dispositions. D'accord. Donc, être calme. Non seulement calme, mais positif. Toujours positif. Positif. Faut pas avoir... il faut être positif, avoir des pensées positives et le plus possible des sentiments positifs aussi. Donc l'amour? Très important. Ah oui. Ça aide à avoir un bon chakra. Ah, absolument. Et on dit que les gens ont une dominante de leur couleur, qu'ils ont une couleur dominante qui les entoure, qui les enveloppe en général. Vous parlez de l'aura, là? Oui. Est-ce que ça correspond à la réflexion du chakra? Ça, c'est sûr. L'aura est liée au chakra. L'aura, je dirais... Donc l'aura reflète un peu... C'est le reflet des chakras. D'accord. Absolument. Le reflet des chakras, qui est aussi lui-même le reflet de la personne, de la personnalité, de la personne. Par exemple, une bonne personne aura une aura violette, par exemple. Vous voyez. Ça, c'est le top. Oui, le top. Vous en voyez souvent? Vous savez, c'est surtout mon fils qui a cette possibilité de voir... C'est pas tout le monde qui voit les couleurs. Non. De voir les auras des gens. Moi, tout de suite, qui voit tout de suite à qui il a affaire. Tout de suite. Tout de suite. On dit que les enfants aussi oui, arrivent à oui, voir qui est qui, finalement. Très important. Donc, si on veut bénéficier effectivement de ces conseils et de ces thérapies, ah ben, effectivement... Ah ben, il y a mon adresse. Oui, justement. Donc, retrouver le bien-être. Oui. Ah, tenez. Ah ben, voilà. Vous avez mon téléphone en bas. Mon portable 06 90 19 70 00. Alors là, vous voyez effectivement les cristaux et la pyramide. Donc il faut travailler donc avec une pyramide.
Ça, c'est intéressant, ça c'est très intéressant, ça. Et quand vous travaillez sur l'être humain, est-ce que vous travaillez sur son environnement aussi, finalement? C'est-à-dire, vous savez déjà, le fait déjà de nettoyer une personne sur le plan énergétique a des conséquences très importantes sur son environnement. D'accord. Quand je parle de son environnement chez lui, son environnement au travail. Par exemple, il y a des femmes qui me disent « Ah, le monsieur, elle vient de me voir, le monsieur n'est pas gentil avec elle, il est... » Mais avec les soins, elle constate que le comportement du monsieur change. Parce que, vous savez, quand vous êtes chargé en énergie positive, vous transmettez, vous irradiez. Ça se ressent. On irradie des pièces. Voilà, vous irradiez cette énergie positive et vous allez influencer favorablement les personnes qui seront autour de vous. D'accord. Voilà, qui elles-mêmes vont constater qu'elles-mêmes elles se sentent mieux. Voilà, et elles verront aussi que vous êtes mieux. Voilà. Très intéressant, je pense qu'il y a matière à creuser. Hein. Il y aura matière à creuser sur ces cristaux, sur la maîtrise aussi donc de ces chakras, de nos énergies, puisque visiblement à vous écouter, on peut se faire tomber malade nous-mêmes finalement et se guérir aussi soi-même, mais il faut encore la bonne technique en tout cas, dans tous les cas. Oui, absolument, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas Madame Luce d'être venue nous présenter effectivement ces bienfaits sur les cristaux, et la prochaine fois on parlera effectivement d'anthropologie noire, hein, puisque c'est aussi votre dada. Absolument, oui. Ça c'est exact. C'est un sujet qui me passionne énormément. Est-ce que c'est de ça que votre attrait pour les cristaux est venu? Absolument pas, ce sont deux choses complètement différentes. Totalement différentes. D'accord. Ça n'a rien à voir. Parce que moi, je me suis intéressée à ceci en 2018-2019. Vous voyez, j'ai écrit le premier livre Les Noirs, premier européen, Invasion barbare. Et ce deuxième livre. Alors, je fais une 5e édition du livre Les Noirs, premiers européens, et je fais une 2e édition du livre Les Noirs étaient les premiers européens, 12 indices. Il y a un autre que j'ai ajouté. Et je conseille surtout d'aller sur le site qui s'appelle La mélanine, une bénédiction. Alors, il y a 3 tirets. La-mélanine-une-bénédiction.com. Là, vous serez vraiment époustouflé parce que vous allez vous rendre compte comment il y a une véritable falsification de l'histoire et une véritable usurpation de l'identité des rois noirs et des rois d'Europe qui étaient des noirs et de toutes les personnalités politiques qui étaient des noirs. Monsieur Omotunde est en train d'écouter ça religieusement parce que... Ah oui, ça c'est un sujet, oui. Parce qu'il est juste à côté. Ah oui, puisque j'ai été son élève d'ailleurs. Oui, d'accord. Je vois des gens auxquels il a appris et vraiment ça me fait plaisir. Il fait un sacré travail. Les grands esprits en tout cas se rencontrent ce soir. Merci beaucoup Madame Luce, on se reverra très très prochainement. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec News Séré Kalala Omotunde. De retour dans le Focus, place maintenant au jeudi anthropologie avec News Séré Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et ce soir on va parler de science donc. Totalement. Ce soir on va parler de science et de spiritualité africaine parce que c'est quand même, je dirais, l'occasion est importante de pouvoir aborder un petit peu notre façon de voir les choses et puis les textes, et puis l'analyse aussi des textes. Alors il faut savoir que de la même façon qu'il y a eu la problématique donc des mathématiques fractales, il y a une problématique liée à la perception réelle de ce que c'est que la spiritualité africaine. Parce que, en fait, c'est très tardivement que les Occidentaux ont accédé à certaines connaissances. Et donc, du coup, les choses qui étaient dites dans les traditions initiatiques et au niveau des confréries africaines n'étaient pas comprises, donc ont été jugées comme de la pensée primitive et de la pensée... je dirais, un peu fantaisiste. Aujourd'hui, qu'on arrive à une perception de la science, on se rend compte que ce qui a été dit était vraiment très fondé. Et maintenant, c'est un peu le silence total, puisqu'on ne sait plus comment traiter ces informations, puisque c'est un territoire, je dirais, un peu chasse privée gardée de l'Occident. Et la chose, c'est que l'Afrique a dit et a affirmé des choses bien avant que les Occidentaux et les scientifiques
ne parle. Et c'est de ça que je voulais qu'on aborde à propos du vide. Le vide. Il faut savoir que jusqu'à présent, la physique classique avait considéré qu'un objet pouvait être vide. Bon. Mais la physique moderne, c'est-à-dire dite quantique, découvre qu'en fait, le vide n'est pas vide. Et ça a été une grande révolution des années 60 parce qu'il a fallu accéder au fait que le vide n'existe pas. Alors si on peut regarder justement le premier document, parce que ça peut être intéressant de pouvoir faire l'entrée en matière avec ce document. Très bien. La première fois que vraiment les hommes se sont posé la question du vide, c'est à propos des atomes. Pourquoi ? Parce que si vous parlez d'atomes, ça veut dire que vous imaginez des petits grains de matière, on ne sait pas trop comment ils sont faits, c'est à l'époque des Grecs, ça remonte à l'Antiquité grecque, tout ça. Des petits grains de matière qui se déplacent. Mais vous voyez que s'ils se déplacent, il faut bien qu'ils se déplacent dans quelque chose. Autrement dit, poser l'existence des atomes, c'est ipso facto poser l'existence du vide. Alors ça, c'est une chose qui a heurté Aristote, par exemple. Aristote, on lui prête l'aphorisme « la nature a horreur du vide ». Je ne sais pas s'il l'a réellement écrit ou prononcé, peu importe. Mais en tout cas, Aristote était opposé à cette idée. Plus près de nous, Leibniz, par exemple, était complètement opposé à ça. Pour lui, le vide, c'était une espèce de fluide. Un petit peu, c'est un peu comme une anticipation de l'éther qu'on a imaginé à la fin, jusqu'à la fin du 19e siècle environ, pour essayer de comprendre comment la lumière se propageait. Justement, il fallait un support matériel pour que la lumière se propage. Bon, peu à peu, les choses se sont mises en place. L'existence de l'atome a été avérée. Hein, c'est essentiellement Dalton, la chimie au début du 19e. Après, il y a eu Maxwell, la théorie cinétique des gaz. Ensuite, il y a eu, évidemment, Boltzmann, essentiellement, le fondateur de la mécanique statistique. Donc, à l'orée du XXe siècle, en quelque sorte, l'atome est acquis. L'existence de l'atome est acquise, sauf par quelques irréductibles, mais qui ont rendu les armes assez rapidement. Et donc, là, vous voyez, à partir du moment où on dispose de la notion d'atome, on sait que l'atome existe, on a envie de se dire, bon, le vide, c'est quand il n'y a pas d'atome. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une fois qu'on a eu avéré l'existence de l'atome, les physiciens se sont dit, mais à quoi ça ressemble l'atome ? Donc ils ont fait des manips, ils ont fait des expériences. Il y a une série d'expériences absolument cruciales qui sont les expériences de Rutherford vers 1910, un petit peu après. Et Rutherford a montré que l'atome était en fait plein de vide. C'est-à-dire qu'en fait, l'atome, c'est essentiellement, c'est Jean Perrin qui a utilisé l'image la première fois d'un système solaire en miniature, avec au centre un noyau extrêmement petit, et autour des électrons qui gravitent comme les planètes gravitent autour du Soleil. Gravité étant à prendre au sens large du terme, évidemment. Autrement dit, cette idée du vide qui est nécessaire pour que l'atome existe, puisque l'atome doit bien se déplacer quelque part, cette notion de vide, on la retrouve au sein même de l'atome. C'est assez extraordinaire. Alors vous voyez que là, donc, on dispose de quelque chose pour dire, par exemple, le vide, c'est l'absence de matière. Alors ça, on sait très bien que ça correspond à une première définition qu'on a pu croire définitive. Hein, quand on imagine un gaz qui est enfermé dans un récipient, on sait bien que le gaz exerce une certaine pression sur les parois et que par ailleurs, si on arrive à pomper les atomes les uns après les autres, en allant jusqu'au bout, on sait bien qu'il n'y aura plus rien dans le récipient, la pression deviendra nulle. Hein. Bon, là, on avait donc une définition qu'on croyait définitive de la notion de vide. Le vide, c'est l'absence de matière. D'accord ? Alors, en réalité, évidemment, en physique, vous savez, l'histoire n'est jamais terminée, et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une notion très importante qui a été introduite par Maxwell au milieu du 19e, c'est l'unification de l'électricité du magnétisme. Maxwell a inventé la notion de champ. Et en la circonstance, c'est le champ électromagnétique dont je voudrais parler un tout petit peu. Quand on parle de vide, il n'y a pas de matière, il y a un contre-exemple immédiat qui est ce qu'on appelle le rayonnement thermique. Vous prenez un four qui a une certaine température, il n'y a pas d'atome à l'intérieur, il n'y a pas de molécules, il n'y a rien, il n'y a pas de matière à proprement parler. Et vous dites, bon, le four est vide. Et en fait, quand on regarde, on voit que le four n'est pas vide. Le four contient du rayonnement. C'est ce qu'on appelle le rayonnement thermique.
Et par ailleurs, le rayonnement en question, c'est bien un système physique au sens où l'entend le physicien, parce on sait calculer son énergie, son impulsion, on sait lui attribuer des caractéristiques qui l'élisent en quelque sorte en tant que système physique digne d'intérêt. Alors c'est intéressant parce que ça permet de voir en fait la complexité de la chose. Alors si on peut mettre justement l'image suivante, parce que ça nous permettra justement, vous voyez, donc voilà. C'est-à-dire que dans les magazines scientifiques, dans le domaine scientifique, on vous dit que si la physique classique admettait la notion de vide, la physique quantique donc a remis en question. Et une fois que ça a été remis en question, on en arrive en fait à la notion de cosmologie, apparition de l'univers. L'univers a émergé du néant, c'est-à-dire d'un vide dans lequel il y a eu une fluctuation initiale. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit que la physique moderne suggère la possibilité que l'univers pourrait avoir émergé du néant. L'idée principale est que notre univers pourrait n'être qu'une fantastique fluctuation quantique possédant une énergie virtuelle, quasiment nulle, d'accord, donc proche du zéro, dont la durée de vie devient gigantesque, pour ne pas dire éternelle. C'est possible parce qu'il y a déjà des énergies positives et négatives. Alors, si on peut regarder le document suivant, parce que j'avais reçu sur une radio à Yes, Boc-Basson, on avait eu l'occasion d'aborder cela, je lui avais lu le texte. Si on peut regarder le document, parce que c'est assez intéressant. Barbara, tout simplement pour montrer comment nos ancêtres ont expliqué la genèse justement des choses. Et quel est le lien avec la dimension scientifique. C'est-à-dire que ce texte de Barbara, rapporté par Bateba, il faut quand même le souligner, il dit au début, il n'y avait rien, sinon un être. Cet être étant un vide vivant, couvrant potentiellement les existences contingentes. Le temps infini était la demeure de cet être un. L'être un se donna le nom de Mangala. Il créa Fan, un œuf merveilleux, comportant 9 divisions, et y introduisit les 9 états fondamentaux de l'existence. Quand cet œuf primordial vient à éclore, il donna naissance à 20 êtres fabuleux qui constituèrent la totalité de l'univers. On voit que l'idée que l'œuf primordial va éclore, il s'agit du Big Bang. Mais commençons par le début, le vide vivant. Il y a moins de 50 ans, tout au plus 100 ans, que l'Occident a entrevu le vide vivant. Parce que dans l'histoire de l'Occident scientifique, le vide est vide. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une perception du vide étant vide. Vide, c'est-à-dire dépourvu de toute trace, j'allais dire de vibration et d'autres. Vous comprenez? Il y a 5000 ans, la pensée égyptienne a parlé du noun des vibrations primordiales. Et la science de nos jours connaît il y a moins de 50 ans que le vide est vivant. Il faut savoir que la graphie du noun montre justement ces vibrations. C'est important. Vous voyez, 50 000 ans d'avance sur la pensée de notre temps. La physique quantique a 50 000 ans de retard sur ce que nos ancêtres ont dit. Mon très cher, comment nos ancêtres ont fait pour voir la notion du Big Bang? Parce qu'ils étaient... Attention, personne n'a vu le Big Bang. Le Big Bang remonte à ce qu'on appelle la théorie de Planck. Oui, mais comment ils ont fait pour comprendre que c'est les mathématiques? Non, ce sont les mathématiques. C'est devant les abstractions mathématiques et face aux impasses qu'on décide ce genre de choses. Le Big Bang, c'est pas hier. Nous remontons à des milliards d'années. C'est-à-dire que par les abstractions mathématiques, nos ancêtres ont pu faire une équation scientifique qui s'est avérée juste avec tous les satellites envoyés dans l'espace aujourd'hui. Mais c'est ça qui est sans se tromper. Vous ne pouvez pas voir les vibrations cosmiques avec un yeux. Or, toute logique qui aboutit aux vibrations cosmiques n'est que mathématique. C'est l'abstraction mathématique qui vous conduit à une impasse théorique qui vous permet de dire qu'il y a des vibrations. C'est cela la théorie des cordes. Dans l'actuelle physique la plus pointue de notre temps, qu'on appelle la théorie des cordes, qui explique que l'univers est faute de cordes et de boucles, d'ailleurs on dit gravitation quantique à boucle, vient de ce que l'abstraction mathématique y aboutit. Ce n'est pas la réflexion de l'homme en tant qu'intuition. Ce sont les règles mathématiques les plus abstraites qui y aboutissent. Mon très cher, nous sommes là à une frontière. La science de l'Occident a commencé par l'analyse du fonctionnement de la matière.
là, vous êtes en train de dire que la science en Afrique a commencé par l'analyse du fonctionnement de l'antimatière. Mais les deux, La science commence en Occident par un constat sur la matière. Or, nos ancêtres disent qu'il y a une loi de cause à effet, c'est-à-dire la matière est un effet d'une cause qui l'a précédée. Et c'est à partir de là qu'ils vont remonter à l'étude de l'antimatière. la science, c'est d'abord l'intuition. L'intuition est dans l'abstraction logique et mathématique, vient consolider l'intuition. Et l'intuition, en revanche, nourrit la nouvelle abstraction mathématique. C'est dialectique. Si vous n'avez pas l'intuition du départ, vous ne trouvez pas. C'est la raison pour laquelle on vous dit que certains savants, c'est en dormant qu'ils trouvent les solutions, parce qu'il y a un rapport immédiat entre leurs rêves et les solutions trouvées. Nous sommes dans l'immatériel, dans le monde invisible. Parce que si vous êtes capable de, par un rêve, de trouver une solution adéquate, ça veut dire que c'est l'immatériel qui opère. Donc, il y a l'intuition qui vous porte à trouver des solutions justes et à les mettre en forme mathématique, tout comme la forme mathématique renvoie à l'intuition et en consolide les effets. La pensée africaine, très tôt née sur la latitude de l'équateur, a posé les bases des intuitions qui ont abouti à des abstractions logiques et mathématiques. Du coup, nos ancêtres ont tenu très tôt les moyens par lesquels l'abstraction mathématique pouvait arriver aux fins de la connaissance la plus pointue, laquelle connaissance est aujourd'hui dévoilée dans la physique quantique. Voilà, donc, et nous sommes en théologie africaine. Nous parlons de textes sacrés africains. Alors, si on peut voir l'image suivante, parce que c'est vrai que on est un peu pris de court par le temps, mais voilà, vous voyez ici, là, donc que ce soit, donc on est au Mali, il y a une tradition Bambara, Guéno, donc la chose elle est intéressante au niveau du Mandé et autres. Quand vous prenez le texte, parce que là nous sommes dans notre Genèse, hein, avant la création du monde, avant le commencement de toute chose, il n'y avait rien sinon un être. Cet être était un vide vivant sans nom et sans limite, mais c'était un vide vivant couvrant potentiellement en lui la somme de toutes les existences possibles. Le temps infini, parce que quand on parle d'une énergie quasi nulle, donc n'ayant pas de limite temporelle, le texte dit le temps infini intemporel. Je vous ai montré le discours scientifique, je vous montre le texte. D'accord ? Était la demeure de cet être un. L'être un s'appelait Guéno, l'éternel. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire comprendre ici ? Et je vais poursuivre le texte maintenant dans la tradition Bambara. Au début, il n'y avait rien sinon un être. Cet être était un vide vivant, couvrant potentiellement toutes les existences contingentes. D'accord ? Et la chose qui est ici particulière, si on peut revoir le document parce que c'est important, voilà ici, cette lettre 1 se donna le nom de Maham-Gala, un vide vivant. Il fut la source de la première vibration cosmique qui fut émise dans le néant de l'espace. Et ça, c'est le texte initiatique de Bambara. Donc, vous voyez à côté le texte égyptien. Je suis l'éternel, je suis ressorti du Noun. Il faut comprendre que lorsque nos ancêtres ont abordé la notion de Dieu sous le nom de l'éternel, ils parlaient d'une fluctuation quantique dont l'énergie était quasi nulle. Et pourquoi il y a eu cette fluctuation? Parce que les énergies positives et négatives existaient déjà, donc créant de fait le champ énergétique. C'était pas un bonhomme barbu. C'est-à-dire que j'essaie de vous montrer à quel niveau se situe la pensée théosophique africaine. D'accord? Si on peut voir le document suivant, parce que ça peut être intéressant. Alors, regardez, le texte dit « Ma » signifie la cause. Donc là, on bascule en théologie. D'accord? On est dans la théologie. Ma signifie la cause, on y ajoute Ngala qui a le sens de première d'initiale. Donc l'union de Maham-Gala signifie la cause première, la cause initiale, la métacause à l'origine de toutes les causes. Ainsi, le créateur est la cause initiale de toutes les autres causes, mais aussi ce qui a tout précédé. À l'issue de la naissance de l'univers, Maham-Gala, Dieu, est à la fois mâle et femelle, donc le plus et le moins. Donc à la fois elle-même et lui-même, soit androgyne pour nos ancêtres, pour créer la fluctuation énergétique. Maham-Gala est aussi à la fois unique, parcelle et totalité de tout ce qui existe, puisqu'il est la vibration initiale qui a engendré toutes les autres formes de vibration à différentes intensités, puisqu'il est la cause de toutes les causes,
tout ne peut venir que d'elle lui. D'accord? Et si tout ne peut venir que d'elle lui, donc c'est qu'il est effectivement d'elle lui, ben tout n'est que elle lui. D'accord? Ce qui importe, la forme, la taille, la nature, la chose, c'est ce que nous disons que Dieu est la totalité de sa création, puisque c'est lui qui anime sa création dans la totalité. Donc, le chantre du Komo dit Mangala, 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 qui est Mangala, où est Mangala? Le chant du Komo répondit Mangala, c'est la force infinie. Nul ne peut le situer dans le temps ni dans l'espace. Il est Dombali, c'est-à-dire inconnaissable. Il est Dumbali, c'est-à-dire incréé infini. À quel moment le texte théologique africain a pris à défaut la science? Bon, est-ce que le constat n'est pas que finalement, l'Africain, on connaît plus sur Dieu et la création du monde que n'importe quel autre texte théologique que vous prendrez? La chose, c'est pourquoi on fait un procès en disant que nous racontons des inepties, alors que quand nous allons voir nos textes et nous mettons à côté ce qui est de l'ordre des lois de la physique et de la métaphysique et de l'astrophysique, à aucun moment nos textes ne sont pris à défaut. Et Dieu ne nous aurait pas parlé. C'est bizarre. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire c'est celui à qui Dieu n'a pas parlé, qui connaît tout de la dimension matière, antimatière de la création de l'univers, et ceux à qui Dieu a parlé, ils ne connaissent rien. Ils racontent que des inepties. D'accord? Et ça, beaucoup de scientifiques l'admettent, le reconnaissent, c'est même pas, je dirais, un scoop. Donc, si on peut voir le document suivant, parce que c'est là où ça devient intéressant. Alors, juste avant, j'avais mis un document où il y avait un extrait de papyrus. Est-ce qu'il est après ou avant? Il y a une femme courbée. Il est après? Bon, Est-ce qu'on peut aller après? On va revenir là-dessus. Non, pas une vidéo, c'est une image. Une image avec une femme courbée. Voilà. D'accord. Voyez cette image-là, elle sort de nos textes sacrés. D'accord? Ok. Maintenant, il y a une chose qui est très étrange, c'est que la dimension cosmique de l'univers est perçue comme une force féminine, mais de polarité plus. Et la dimension tellurique, c'est-à-dire la dimension de la Terre, qui est l'homme couché par terre, Geb, d'accord, est perçue comme une polarité négative. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étrange? C'est que si vous mettez cet homme debout à côté de sa femme, eh bien, il arrive à la taille de sa femme. Donc il y a un problème. Qu'est-ce qui cache cette différence de taille? Si on peut revenir sur le document précédent, parce que la force cosmique représente 70% du tout et la force tellurique représente 30%. D'accord, donc dans les proportions, la femme... Donc ça veut dire que dans le papyrus, cette proportion-là était déjà connue. D'accord? Mais c'est pas tout. Comme l'homme, d'accord, est une créature électromagnétique, et vous l'avez vu avec Madame Luce, qui a parlé des cristaux, des vibrations des cristaux, il s'avère que la polarité recrée l'équilibre lorsque vous avez le plus et le moins, parce que vous pouvez avoir un individu qui sort du champ du contrôle de son énergie, vous lui remettez des principes de polarité, et ces principes de polarité, déjà à la base, c'est le fait de marcher pieds nus sur la Terre avec le soleil sur la tête. Parce que vous comprenez pourquoi nos membranes sous les pieds sont blanches et nos membranes sur les mains sont blanches. Parce que ce sont les capteurs cosmotelluriques de l'énergie de Gebenut. Donc vous voyez que c'est très étrange. Si vous êtes dans le divertissement, vous allez dire oui, mais il représentait le ciel comme une femme, machin. Mais si vous êtes dans la science, vous allez bien voir qu'en fait le document, il est à la fois scientifique et théologique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que les cellules que nous avons, d'accord, le noyau est de polarité positive. Et la membrane du cycloplasme est de polarité négative. Donc, lorsqu'on est activé en plus et en moins, eh ben, il y a une charge électromagnétique qui se fait au niveau des cellules. Et c'est pour ça que les médecins, notamment sur Paris, ont demandé aux gens de marcher pieds nus dans les parcs. Parce qu'ils avaient beau prendre des médicaments, le truc ne fonctionnait pas. Parce que la charge électromagnétique de l'individu était trop faible pour mettre en action le principe de guérison. Qu'est-ce que Madame Luce vous a dit? On active la charge énergétique et ça active le principe de guérison. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Bon. En fait. Donc, si on peut voir le document suivant, parce que le document suivant nous permet maintenant de basculer directement dans la quantique pour comprendre pourquoi dans nos textes, Dieu dit « Je suis partout à la fois ». C'est le à la fois qui est extrêmement problématique. Et la deuxième chose, pourquoi la théologie africaine dit que la notion de repos du Créateur, c'est pas possible? Est-ce qu'on peut voir l'omniprésence du Créateur? Alors, le vide quantique, c'est une notion qui
qui a révolutionné en fait la physique, comme la mécanique quantique l'a fait au début du XXe siècle. J'allais dire, tout ça, c'est un peu la faute à Heisenberg. Alors que ce que vous dit ce principe, si on veut l'énoncer de façon élémentaire, c'est il n'est pas possible de mesurer simultanément la position et la vitesse d'une particule. Ce qui veut dire qu'en gros, qu'il n'y a plus de trajectoire, parce que la trajectoire, c'est quoi? C'est se donner à tout instant un point, là où est la particule, et puis une tangente, c'est-à-dire en fait ce qui donne la vitesse de la particule. Donc Heisenberg vous dit, il n'est pas possible de mesurer simultanément la position et la vitesse. Si vous croyez Feynman vous dit, tout ce qui n'est pas susceptible d'une vérification expérimentale ne doit pas appartenir à la théorie. En conséquence, la conclusion, c'est que la théorie quantique ne contient pas la notion de trajectoire. Alors ça, c'est une révolution conceptuelle, c'est une première chose. Alors une deuxième chose concernant le vide, dire qu'on ne peut pas mesurer, ou dire plutôt qu'une particule donnée n'a pas à tout instant une position et une vitesse, ça veut dire qu'elle ne peut pas être au repos. Parce que si elle était au repos, elle serait immobile et elle aurait une vitesse nulle. Et donc vous voyez que la vitesse et la position seraient simultanément déterminées. Ça, la théorie quantique, ou Heisenberg, vous dit non, ça c'est impossible. Alors, le vide quantique, c'est, si je prends un système extrêmement simple, non plus une particule, mais imaginez un oscillateur. Quelque chose qui oscille autour d'une position d'équilibre. Alors classiquement, la position, l'énergie la plus basse, c'est justement l'état où la particule est au repos à son point d'équilibre. Ça, la théorie quantique vous dit que c'est impossible. Donc il y a quand même un état de plus basse énergie qu'on appelle l'état fondamental, mais cet état fondamental est caractérisé par des fluctuations au sens statistique du terme, et est associé à une énergie qui n'est pas égale à zéro. Autrement dit, votre particule, elle a une part d'énergie cinétique et une part d'énergie potentielle. À nouveau, si l'une était déterminée, l'autre ne le serait pas du tout, et inversement. Donc, ça veut dire, alors qu'est-ce qu'on appelle le vide quantique? C'est précisément l'état où la particule quantique est dans son état le plus bas. La particule quantique, donc, elle a un spectre d'énergie, elle a des états d'énergie possibles, et ça c'est la révolution quantique, ces états ne forment pas un continuum, mais ils sont séparés par un quantum d'énergie qui est indivisible. C'est-à-dire que vous avez l'état fondamental, et dans le cas de l'oscillateur, il y a un état fondamental, un premier état excité, un deuxième état excité, etc. D'ailleurs, tous ces états sont équidistants pour un oscillateur. Et donc, quand il est dans l'état fondamental, il n'y a pas d'excitation. Professeur. Voilà. Alors, voyez-vous, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que nos textes disent « j'étais somnolent dans le Noun ». J'étais somnolent dans le Noun. C'est de cet état-là dont il parle. Vous comprenez ce que je dis par là? C'est-à-dire que le texte sacré africain, je mets au défi n'importe quel physicien, astrophysicien, de le mettre à défaut. Parce qu'on a dit que c'est des êtres primitifs et des demi-sauvages qui ont écrit ça. Maintenant, on s'assied sur la table de la plus grande science avancée, on discute. N'était-ce pas ce dont nous parlions depuis le début? Ces textes sacrés parlant de Dieu, pourquoi ils restent cachés? Parce que ce sont les plus fondamentaux, les plus honnêtes, et ceux qui révèlent en fait à qui Dieu a vraiment parlé. Donc au-delà de la théologie, c'est vraiment de la science. Vous voyez bien que la possibilité de faire la terre le premier jour et que la lumière fut alors que le soleil arrive le quatrième jour, ça c'est le cirque Zavata. Il faut être sérieux. Même si on parle de Fiat Lux et compagnie, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. D'accord? Parce que toute luminosité précède de l'énergie, une focalisation d'énergie, et tout simplement une manifestation de cette énergie sous la forme de lumière. Mais il faut des prérequis, il faut des conditions énergétiques et scientifiques pour qu'une telle chose arrive. C'est pas je claque dans les doigts et ça arrive. On n'est pas avec Gérard Ajax. Ou Thanos. Totalement. C'est n'importe Donc, quoi. Fait que regardons par exemple, si on peut voir le document suivant. On peut y aller, Yann, ou pas? Le document suivant est intéressant. Non, mais c'est très court parce que on va voir justement des choses précises. À l'origine est le néant. Ni matière, ni énergie, ni même espace vide, car l'espace comme le temps n'existe pas. De nulle part surgit une étincelle, plus petite qu'un atome. La chaleur qu'elle dégage est des milliards de fois plus intense que celle qui règne au cœur du Soleil.
Un simple point, des millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, s'apprête à engendrer l'univers dans une formidable explosion. Le temps est né. En une seconde, l'épure du cosmos surgit du néant. Mais le mystère de cette naissance demeure entier. Le professeur Lawrence Krauss a consacré sa carrière à l'étude de cette première seconde qui a suivi le Big Bang. Si nous voulons donner un sens à la place que nous occupons dans l'univers, nous devons remonter jusqu'à son origine. Voilà. Vous avez encore un fondement de la théologie africaine. Si vous voulez savoir pourquoi vous êtes là, vous êtes obligé de savoir pourquoi une fluctuation énergétique capable d'engendrer une force transcendante qui s'est d'abord appelée Dieu, a décidé un jour de passer à l'action en créant. D'où la modification du nom en devenant Képri, puisque ça marque son entrée dans l'histoire, c'est-à-dire un Dieu créateur. Parce qu'il aurait pu rester Dieu, mais il a décidé de créer. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un moteur de décision. Si on peut voir le texte des Yo dans le Mvet, regardez ce que dit le texte théosophique de Yo dans le Mvet. Au commencement, Eyo, Dieu, était seul à être. Il était seul et la vie et la lumière étaient en lui. Tout autour de lui n'était que néant. Il n'y avait pas de temps, tam. Il n'y avait pas d'espace, lamé, ni de matière, megnoum. Il était hors de tam, hors de lamé, hors de megnoum. C'est exactement ce que le document scientifique vient de dire. Tout se réduisait à lui. Il prit la couleur or et la couleur cuivre, les mélangea malaxa, il fit une boule semblable à un œuf. Il appela Akinos Eyo, c'est-à-dire l'œuf de cuivre d'Eyo. Il prit l'intelligence, l'enferma dans l'œuf primordial, il appelait Akinos Eyo et lui dit, sors de la partie pour rien, mais je ne peux pas lui dire mal l'intelligence. Alors Eyo dit à Nieman, je t'envoie la volonté avant la puissance Enyaningba. Appuie-toi sur eux pour sortir. Niema se satura alors de volonté. Siridia de puissance s'échauffa au feu rouge, d'accord, aveuglant au blanc incandescent, n'y pouvant plus, Akinos explosa. Ce fut la première explosion. Le Big Bang. C'est exactement. Alors, quand on vous présente monsieur le scientifique, qui vient nous raconter des histoires qu'on connaît, nous les Africains, depuis des millénaires, il y a de quoi rigoler. Vous voyez, la seule raison pour laquelle toute cette farce et attrape fonctionne, c'est parce qu'on nous a caché nos textes. Tout simplement. C'est parce qu'on nous a caché notre tradition et parce que nous ne savons pas parler de notre culture. Parce que si on savait parler de notre culture, on aurait compris pourquoi Dieu s'est appelé l'Éternel. C'est pas parce qu'il est monté au sommet d'une montagne, c'est parce que la fluctuation quantique, elle était quasi nulle, mais il y avait les forces plus-moins. Et c'est ça la notion de la création d'Adam et Ève. C'est pas Adam et Ève en tant que deux pères, c'est deux forces, d'accord, le plus et le moins, capables par jonction de créer véritablement l'énergie qui va métasposer et transposer tout le reste, tout ce qui va arriver par la suite. Donc toutes les formes de vie. Et c'est ça qu'on a essayé d'expliquer, mais vous voyez que c'est complexe. Et donc il a fallu simplifier le discours en faisant des allégories. Mais c'est dans les allégories que des éleveurs de brebis sont arrivés et ont commencé à raconter aux gens des histoires de murs debout. Et finalement, tout le monde est parti dans ces histoires-là, mais a oublié le débat scientifique. L'Afrique, elle, attend tout le monde sur le terrain de la science. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour ce nouveau cours. Et on poursuivra donc sur l'anthropologie noire la semaine prochaine. Merci encore pour tout ce que vous nous apprenez tous les jeudis. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le jeudi anthropologie revient la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. C'est bon. Là, on peut bouger. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le... J'ai même pas. Parce que là, j'avoue, c'était technique, donc il fallait suivre. Mais on a monté volontairement le niveau.